Je croyais que ce n'était rien. Juste des mots. Juste un écran. Juste un moment où je me sentais vivante. Mais le jour où il a lu nos messages, tout a changé. Ce n'est pas juste une histoire de trahison. C'est l'histoire de ce qu'on devient quand on arrête de se parler, quand on se perd à force de faire semblant. Voici mon histoire. À cœur ouvert. Je ne sais pas quand tout a commencé exactement. Ce n'est jamais un moment net, tranché, comme dans les films. C'est plus insidieux. Plus flou. Comme une fissure invisible qui s'élargit sans qu'on ne s'en rende compte. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, mariée depuis 12 ans à Thomas. On a 2 enfants, un pavillon dans une banlieue tranquille, des vacances l'été en Espagne, des anniversaires de mariage qu'on célèbre sans trop d'enthousiasme, mais sans oublier non plus. On est ce que les gens appellent un couple solide. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que les messages changent tout. Au départ, c'était anodin. Une simple notification Messenger pendant que je bossais tard un soir. Un ancien collègue, Julien, qui m'écrivait « Salut Claire, je suis retombée sur une vieille photo de nous à la machine à café, t'avais toujours ce sourire-là » J'ai ri. Un peu flattée, un peu surprise. On a échangé quelques banalités. Puis c'est devenu une habitude. Un petit message le matin, un autre le soir. Rien de méchant, rien de sexuel. Juste, une connexion. Des mots. Des regards numériques. J'étais en manque de ça, sans même m'en rendre compte. Ce petit frisson, cette impression d'être vue, entendue, comprise. Thomas, lui, ne voyait rien. Il rentrait tard aussi, vidé par son boulot. On dînait en silence devant une série, les enfants déjà couchés. Je connaissais ses silences, ses soupirs, ses gestes par cœur. Et je crois que c'est ça, justement, qui m'a poussé vers autre chose. Ce besoin d'inattendu. Pas d'un autre homme. Juste d'un écho. Avec Julien, ça a doucement glissé. Des confidences, des souvenirs, puis des phrases plus ambiguës. T'étais toujours aussi jolie quand t'étais en colère. Tu penses parfois à ce qu'on aurait pu être? Je répondais avec des pirouettes, des demi-mots. Mais je répondais. Je n'ai jamais pensé que c'était trompé. Pas vraiment. C'était juste, virtuel. Des mots. Rien que des mots. Mais on ne mesure pas le poids des mots quand on croit les contrôler. Un soir, Thomas est rentré plus tôt que prévu. J'étais dans la cuisine, téléphone à la main, en train de relire un message particulièrement tendre de Julien. Je ne l'ai pas entendu arriver. Il m'a regardé, sans rien dire. Puis il a simplement tendu la main. J'ai eu ce réflexe idiot. Poser le téléphone face contre la table. Comme une ado prise en faute. Il a insisté. J'ai refusé. Et c'est là que j'ai vu, dans ses yeux, un mélange de peur, de douleur et de certitude. Il savait. Il ne savait peut-être pas tout. Mais il savait assez. Il n'a rien crié. Il n'a pas cassé de vaisselle. Il s'est assis, et il a dit « Fais-moi lire ». Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la gorge. J'ai voulu expliquer, minimiser, mentir même. Mais il n'y avait rien à dire. J'ai ouvert la conversation. Il a lu. Longtemps. Trop longtemps. Il lisait en silence, les lèvres à peine serrées. Parfois il levait les yeux vers moi, comme s'il espérait que ce ne soit pas vrai. Et chaque message le brisait un peu plus. Chaque mot que j'avais écrit, chaque petit rire, chaque allusion, ça devenait une lame. Quand il a fini, il m'a simplement demandé « Tu l'aimes ?» Et là, j'ai compris que je ne savais même pas ce que je ressentais. Ce n'était pas de l'amour. Mais ce n'était pas rien non plus. C'était un besoin. Un vide comblé ailleurs. Une trahison émotionnelle, oui. Même si je n'avais jamais touché cet homme. Même si tout s'était passé dans le silence lumineux d'un écran. Mais Thomas, lui, il l'avait vécu comme une infidélité complète. Il s'est levé. Il a dit « Tu m'as effacé sans même t'en rendre compte. » Et il est sorti. Je suis restée là, seule dans la cuisine, avec mon téléphone encore allumé, la conversation ouverte. Et je me suis demandé, à quel moment ai-je cessé d'aimer mon mari comme un mari? Le lendemain, je me suis réveillée dans un lit vide. Pas de notes. Pas de messages. Pas de bruit de douche ou d'odeur de café. Juste le silence. Brutal.
J'ai cru qu'il était allé courir, ou qu'il avait emmené les enfants à l'école. Mais non. Son téléphone n'était plus là. Son sac non plus. Il était parti. J'ai ouvert les volets, et la lumière grise du matin m'a presque fait mal aux yeux. Tout me paraissait irréel. Comme si la nuit avait avalé la normalité et recraché un monde bancal. Je me suis assise sur le bord du lit, le cœur dans un étau. C'était arrivé. J'avais cassé quelque chose. Les enfants n'avaient rien vu. Je leur ai dit qu'il avait une réunion tôt, un déplacement express. Mensonge automatique. Je détestais déjà le goût que ça laissait dans ma bouche. Je me suis traînée jusqu'au boulot, incapable de me concentrer. Tout me semblait fade, mécanique. J'évitais les regards, j'évitais les notifications. Julien m'avait écrit plusieurs messages. Je ne les ai pas ouverts. Pas encore. Pas après ce que j'avais vu dans les yeux de Thomas. Le soir venu, il n'était toujours pas rentré. Je n'osais pas appeler ses amis, ni sa sœur. Peur de ce qu'on me dirait. Peur de ce que je découvrirais. Peur qu'il ait parlé. Qu'il m'ait réduite à la femme qui écrit à un autre. C'est fou comme on peut tenir à son image, même quand elle s'effondre. Alors j'ai attendu. En silence. J'ai nourri les enfants, regardé un dessin animé avec eux sans rien voir, et je les ai couchés comme si tout était normal. Il est revenu à 1h du matin. Je l'ai entendu refermer la porte doucement. Il ne voulait pas faire de bruit. J'ai descendu les marches pieds nus, le cœur au bord des lèvres. Il était dans la cuisine, debout, dos à moi, une bouteille d'eau à la main. Il m'a vu, il n'a rien dit. Juste ce regard, si calme, si froid. Je me suis approchée, hésitante. J'ai dit, tu veux qu'on parle? Il a souri. Pas un sourire tendre. Un rictus. Il a répondu, t'as pas déjà tout dit à Julien? C'était une claque. Silencieuse, mais bien réelle. Il s'est assis à la table, m'a fixé, et a commencé à poser des questions. Précises. Ciblées. Depuis quand? Pourquoi lui? T'as ressenti quoi exactement? C'est là que j'ai réalisé à quel point il avait tout lu. Même ce que j'avais effacé. Il avait fouillé les archives. Les captures. Il avait creusé, recollé les morceaux. Et chaque mot était une preuve. Il en savait plus que moi sur ma propre dérive. Je ne savais pas quoi dire. Je cherchais des excuses. Mais je sentais que ce serait pire. Alors j'ai juste dit la vérité. Enfin, celle que je comprenais. Que je m'étais sentie seule. Que je n'avais pas cherché ça. Que j'avais eu besoin de respirer. Il m'a coupé. Tu veux dire que je t'étouffe? Non, j'ai répondu. Mais je ne savais plus ce que je voulais dire. Chaque phrase était un piège. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Qu'il dormirait dans le bureau. Qu'il fallait qu'on protège les enfants de tout ça. Et qu'il me prévenait, il lirait tout ce que j'écrirais à partir de maintenant. J'ai dit que ce n'était pas sain. Il a haussé les épaules. Tu m'as déjà enlevé la confiance. Je garde juste les miettes. Et il est monté. Cette nuit-là, j'ai rouvert les messages avec Julien. Je les ai relus, un par un. Et j'ai vu ce que je ne voulais pas voir. Le glissement. Le désir caché. La complicité construite contre mon propre mariage. J'ai vu à quel point j'étais tombée dedans sans m'en rendre compte. Pas par amour. Par manque. Par ego. Par solitude. C'est cette nuit-là aussi que j'ai tapé sur Google. Comment reconquérir quelqu'un qu'on a trahi. Et dans un des forums, entre 2 témoignages de femmes paumées, il y avait ce lien, les secrets de séduction pour hommes après 50 ans. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais je l'ai ouvert. Et ce que j'y ai lu m'a glacé, des hommes blessés, trompés, mais qui avaient su se reconstruire. Redevenir séduisants, confiants, puissants. Pas pour se venger. Pour se retrouver. Et une phrase m'a marqué. Ce n'est pas l'âge qui détruit le désir, c'est l'oubli de soi. J'ai su à ce moment-là que Thomas allait changer. Mais je ne savais pas dans quelle direction. Et s'il changeait, est-ce qu'il me pardonnerait? Ou est-ce qu'il me laisserait derrière? Il a commencé à changer. Subtilement, mais sûrement. D'abord dans sa façon de me regarder. Ce n'était plus le regard d'un homme blessé, c'était celui de quelqu'un qui m'observait à distance, comme on scrute un objet abîmé pour en évaluer les dégâts.
Il ne me faisait plus de reproches. Il ne me posait plus de questions. Il était poli, presque trop calme. Mais il ne me touchait plus. Ne me frôlait même plus. Et ça, c'était pire que les cris ou les disputes. C'était un effacement silencieux. Une punition feutrée. J'étais là, dans la maison, et en même temps j'avais disparu de son monde. Les enfants ne voyaient rien. Ils continuaient à jouer avec eux, à les aider pour les devoirs, à rire même parfois. Mais dès qu'on se retrouvait seul, l'air devenait glacé. Ils dormaient dans le bureau. Ils fermaient la porte à clé. J'avais envie de m'excuser encore et encore, mais je sentais que ça ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, j'attendais. Quoi, je ne sais pas. Un mot, un geste. Un signal qu'il restait un espoir. Mais il était devenu une forteresse. Et moi, une étrangère. Julien, lui, ne comprenait pas mon silence. Il continuait d'écrire. Il me demandait comment j'allais, s'il pouvait faire quelque chose. Il m'envoyait des musiques, des phrases douces. J'ai fini par lui répondre, brièvement. Juste pour lui dire que Thomas avait tout lu. Que je ne savais pas où j'en étais. Il m'a dit qu'il m'attendrait. Que ce genre de connexion ne disparaissait pas comme ça. Et j'ai senti, au fond de moi, que je n'étais pas prête à le laisser partir. Ce n'était pas juste un caprice. J'avais besoin de ce lien, même s'il était toxique, même s'il me tirait vers le bas. Il me faisait me sentir vivante. Mais Thomas, lui, s'était mis à sortir. Il disait qu'il avait besoin d'air. Il rentrait tard. Parfois avec un parfum sur lui qui n'était pas le mien. Il avait changé sa garde-robe, s'était remis au sport. Et il avait cette assurance nouvelle, presque troublante. Comme s'il reprenait le contrôle de sa vie. J'aurais dû être soulagée. Mais je paniquais. Je me disais, s'il se reconstruit sans moi, que reste-t-il de nous? Un soir, en vidant ses poches avant la lessive, j'ai trouvé un ticket de restaurant. 2 couverts. Un dîner en semaine. Je l'ai gardé pour moi, mais j'étais en feu. J'ai imaginé 1000 visages, 1000 scénarios. Je me suis surprise à fouiller son ordinateur, son historique. Rien. Il avait tout nettoyé. C'était devenu un jeu d'ombre. Moi, la coupable en quête de preuves contre la victime. Le monde à l'envers. Et puis un matin, en partant travailler, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On devrait peut-être se séparer quelque temps ». J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je lui ai demandé s'il avait quelqu'un. Il a nié. Mais son regard a fui. Et là, pour la première fois, j'ai compris que je n'avais peut-être pas été la seule à franchir une ligne. J'ai voulu lui dire que je regrettais, que je l'aimais encore. Mais il a levé la main. Pas maintenant, Claire. J'ai besoin de silence. Et il est parti. Ce soir-là, j'ai répondu à Julien. Pas pour le retrouver. Pour comprendre. Est-ce que c'était avec lui que j'avais fui quelque chose? Ou est-ce que c'était en moi que le vide s'était creusé? Il m'a proposé de se voir. Juste un café. Rien de plus. J'ai hésité. Et j'ai dit oui. Quand je suis arrivée au café, il était là, assis près de la vitre, un sourire un peu nerveux sur les lèvres. Il s'est levé, m'a pris la main. J'ai senti une chaleur familière. Une tendresse. Et une alerte rouge, silencieuse, qui grondait au fond de moi. On a parlé longtemps. De tout. De rien. De nos souvenirs. De ce qu'on aurait pu être. Et puis il m'a dit, « Tu veux qu'on reparte à zéro ?» Je l'ai regardé. Et à ce moment précis, j'ai vu le reflet de mon visage dans la vitre. J'avais l'air plus vieille. Plus fatiguée. Mais aussi plus lucide. Est-ce que je voulais vraiment recommencer? Ou est-ce que je cherchais juste à échapper au vide que j'avais créé moi-même? Et surtout, si Thomas avait vraiment quelqu'un d'autre maintenant, est-ce que j'étais prête à l'accepter? Ou est-ce que j'étais en train de récolter ce que j'avais semé? J'ai refusé de répondre à Julien ce soir-là. J'ai prétexté un appel urgent, j'ai mis mon manteau, je suis sortie sans un mot. Une fuite, oui. Lâche, peut-être. Mais nécessaire. J'avais besoin d'être seule. De penser. De comprendre. En marchant dans la rue froide, les mains enfoncées dans les poches, j'ai senti pour la première fois que j'étais allée trop loin, non seulement avec Julien, mais avec moi-même. J'avais brouillé toutes les lignes, perdu tous mes repères.
J'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. En rentrant, la maison était vide. Les enfants dormaient chez mes parents. Thomas avait organisé ça sans me prévenir. Un week-end à deux, loin d'eux. Loin du regard innocent de ceux qu'on veut épargner à tout prix. J'ai trouvé un mot sur la table du salon. Il disait simplement « Demain matin, on parle ». Pas avant. Pas de cris. Pas de défense. Juste la vérité. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à tout. Aux premières années, aux soirées où il me regardait comme si j'étais unique. Au silence qu'on avait laissé s'installer, petit à petit. À ma solitude dans notre lit conjugal. Et à cette étincelle que j'étais allée chercher ailleurs. Le lendemain, il s'est assis en face de moi, un café dans les mains, le regard franc. Il m'a dit, « J'ai vu quelqu'un. Une femme que je connaissais avant toi. Par hasard. Rien ne s'est passé. Mais j'y ai pensé. J'ai failli. Comme toi. Et j'ai compris. Ce que tu as vécu. Ce que tu as cherché. Et ce que tu as détruit. Je ne savais pas s'il me disait ça pour m'apaiser ou pour me punir. Mais ça m'a secoué. Parce que dans ces mots, il y avait une vérité nue. Il avait compris mon geste, mais ça ne l'excusait pas. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on se sépare. Il a hésité. Puis il a dit, « Je ne sais pas encore. Je ne suis plus sûre de ce que je ressens. » Et c'est ça, le plus dur. C'est pas la douleur. C'est l'indifférence qui commence à grignoter l'amour. C'est ça qui me fait peur. Je lui ai pris la main. Il ne l'a pas retirée. Mais il ne l'a pas serrée non plus. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse. De lucidité. J'ai compris qu'un couple, c'est pas l'amour qui le sauve. C'est la volonté. L'effort. L'attention. Et que j'avais arrêté d'en avoir. Trop occupée à attendre qu'on me voie. Sans jamais dire que je devenais invisible. Les jours suivants ont été étranges. On vivait ensemble, mais chacun dans une bulle. Pas d'éclat, pas de tendresse. Juste le quotidien. Il avait changé. Il parlait moins, mais avec plus de poids. Il s'habillait différemment. Il souriait parfois à des messages qu'il effaçait ensuite. J'étais devenue paranoïaque. À mon tour. Ironique, non? Je vivais ce que je lui avais fait vivre. Et ça me rongeait. Un soir, j'ai tenté un geste. Je suis entrée dans sa chambre. Je me suis assise sur son lit. Il a relevé les yeux. Je lui ai dit, « Est-ce qu'on peut essayer? Vraiment essayer? Repartir, pas comme avant, mais autrement ?» Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit, « Est-ce que tu peux vivre sans écrire à Julien? » Et là, j'ai su. Ce n'était pas une question. C'était un test. Une ligne. Je ne pouvais pas lui demander une deuxième chance en gardant une porte ouverte ailleurs. Alors j'ai pris mon téléphone. J'ai supprimé toute la conversation. Je l'ai bloqué. Et j'ai posé le téléphone entre nous. Il n'a rien dit. Mais j'ai vu ses épaules se relâcher légèrement. Et je me suis accrochée à ce détail comme à une bouée. Les jours ont passé. On recommençait à se parler. Vraiment. Pas juste sur les enfants ou les courses. Sur nous. Sur nos manques. Nos peurs. Nos regrets. Et puis un soir, alors que je préparais le dîner, il est venu derrière moi, il m'a enlacée. J'ai senti sa tête dans mon cou. Son souffle. J'ai fermé les yeux. Peut-être que tout n'était pas perdu. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un autre secret flottait encore dans l'air. Quelque chose que Thomas n'avait pas encore dit. Quelque chose qui allait tout renverser, une nouvelle fois. Ce soir-là, j'ai dormi dans ses bras. Pour la première fois depuis des semaines, il avait laissé la porte de sa chambre ouverte. Pas un mot, pas une invitation claire, juste ce détail. Une brèche. Je l'ai rejointe sans bruit, hésitante. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée. Il n'a pas parlé. Mais il a tendu la main. Et j'ai compris que c'était sa façon de dire « On peut essayer ». Je me suis blottie contre lui, mon front contre son dos. Il sentait encore la lessive et un peu la chaleur du sommeil. J'ai pleuré en silence. Il n'a rien dit. Il m'a juste serré plus fort. Mais le matin, l'atmosphère avait changé. Comme si quelque chose planait. Il était calme, presque trop.
Il m'a dit qu'il avait pris sa journée. Qu'il avait quelque chose à régler. J'ai voulu demander quoi, mais je n'ai rien dit. Je l'ai regardé prendre ses clés, mettre sa veste. Il m'a embrassé sur le front. Un baiser étrange, chargé, qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait échangé jusque-là. Et puis il est parti. La journée a été un supplice. J'ai tout imaginé. Qu'il allait voir une avocate. Une autre femme. Qu'il préparait quelque chose. J'ai fouillé mes souvenirs, cherché des indices. Rien. Juste ce vide, cette peur sourde qui me rongeait le ventre. Et puis à 17 heures, il m'a appelé. D'une voix sèche, il m'a dit « Rentre tôt ce soir. J'ai besoin qu'on parle. » Le ton ne permettait aucun délai. Aucune fuite. Quand je suis rentrée, la maison était silencieuse. Les enfants étaient encore chez mes parents. Ils m'attendaient dans le salon. Sur la table basse, un dossier. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il m'a demandé de m'asseoir. Je l'ai fait, les mains moites, la gorge nouée. Il a ouvert le dossier. Et il m'a dit, je ne t'ai pas tout dit. Je n'ai pas seulement revu cette femme. J'ai couché avec elle. Une seule fois. C'était il y a 3 semaines. Quand tu ne répondais plus. Quand j'avais l'impression d'être un fantôme dans cette maison. Il a marqué une pause, sans chercher à adoucir ses mots. Il ne me regardait toujours pas. J'ai fermé les yeux. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Il a ajouté, ce n'était pas prémédité. Pas une vengeance. C'était un vide. Comme toi avec Julien. Sauf que moi, j'ai été jusqu'au bout. Il m'a enfin regardé. Et dans ses yeux, il n'y avait ni fierté, ni regret. Juste une sorte de fatigue immense. Et un mélange de honte et de lucidité. Il m'a dit, maintenant, on est à égalité. On a tous les deux trahi. D'une façon différente. Mais on l'a fait. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. C'était trop. Trop brutal. Trop réel. J'ai voulu crier. L'insulter. Lui balancer cette phrase qu'il m'avait dite il y a quelques semaines. Tu m'as effacé. Mais j'ai compris que lui aussi s'était effacé. Que notre couple était devenu un champ de ruines où chacun avait tenté de survivre à sa manière. Et là, j'ai senti un vertige étrange. Celui de ne plus savoir qui était la victime, qui était le bourreau. Et s'il y avait encore un nous à sauver. Je me suis levée, incapable de rester là. Il n'a pas tenté de me retenir. Il m'a juste dit, je t'ai dit la vérité. Tu fais ce que tu veux maintenant. Mais sache une chose, je suis prêt à recommencer. Avec toi. À condition qu'on parte de zéro. Et que cette fois, on dise tout. Même ce qui fait mal. Je suis montée m'enfermer dans la chambre. Et là, j'ai enfin craqué. Les larmes ont tout emporté. Pas seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'on était devenu. Pour le gâchis. Pour l'amour encore là, quelque part, mais emmêlé dans des couches de douleur et de déception. Cette nuit-là, j'ai rêvé de nous. D'avant. D'un moment précis, notre premier week-end ensemble, dans un gîte en bord de mer. Je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai compris que j'avais 2 choix, partir pour de bon ou rester, et tout reconstruire, pierre après pierre. Mais est-ce qu'on peut vraiment reconstruire quelque chose après une double trahison? Est-ce que 2 personnes blessées peuvent redevenir un couple entier? Ou est-ce qu'on finit toujours par se regarder avec le souvenir de ce qu'on s'est fait? Je suis descendue au petit matin. Il n'avait pas dormi. Il était là, sur le canapé, le regard perdu, les yeux cernés mais lucides. J'ai préparé 2 cafés. Il n'a pas dit un mot. J'ai pris place en face de lui. On était là, dans le silence, à se regarder comme 2 inconnus au lendemain d'un incendie. Et c'est moi qui ai parlé la première. J'ai dit que je ne savais pas si je pouvais pardonner. Mais que je savais que je ne voulais pas fuir. Pas encore. Pas tant qu'il restait quelque chose à comprendre. À décortiquer. À affronter. Il m'a demandé, tu veux qu'on aille voir quelqu'un? J'ai dit oui, sans hésiter. C'était peut-être ça, le vrai début. Admettre qu'on ne savait plus faire seul. Qu'on avait besoin d'un regard extérieur, neutre. Quelqu'un pour démêler nos silences, nos blessures, nos fuites respectives. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas l'amour comme dans les films. C'était un acte de survie. La première séance a été dure.
Brutal, même. La thérapeute nous a demandé ce qu'on attendait l'un de l'autre, là, maintenant. Il a répondu, qu'elle arrête de me mentir, même par omission. Moi, j'ai dit, qu'il cesse de se venger en silence. C'était violent, mais vrai. Il y avait encore tant de rancune, tant de sous-entendus. Mais on parlait. Et ça, c'était nouveau. Au fil des semaines, on a déroulé la pelote. L'usure. Les frustrations. Les blessures d'avant même qu'on se connaisse. Sa peur de ne pas être assez. Mon besoin d'être vu. Lui, toujours solide, mais silencieux. Moi, trop bavarde, mais seule. Et Julien. Et cette femme dont je n'ai jamais voulu connaître le prénom. On ne se regardait plus comme un couple. On se regardait comme deux personnes en guerre, fatiguées, cherchant une trêve. Un soir, en sortant d'une séance, il m'a dit « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? C'est pas les messages. C'est que tu souriais. Que t'étais drôle avec lui. » J'avais oublié ce sourire. J'ai voulu lui répondre que c'était le manque, pas l'autre, qui avait réveillé ce sourire. Mais je n'ai rien dit. Je lui ai juste pris la main. C'était la première fois depuis longtemps. C'est aussi à cette période qu'il a commencé à parler de ses lectures, de ce qu'il avait découvert sur lui-même. Il m'a montré un passage d'un livre, souligné au stylo. La séduction ne disparaît pas avec le temps. Elle change d'énergie. Elle devient regard, confiance, calme. Et cette phrase m'a bouleversée. Parce que je reconnaissais en lui cette nouvelle énergie. Une puissance tranquille, née de la douleur mais transformée. Il m'a dit qu'il avait lu un e-book recommandé dans un groupe d'hommes de plus de 50 ans, sur la reconquête de soi, sur la séduction mature. Pas pour draguer. Pour se retrouver. Et j'ai compris qu'il avait eu besoin de ça. De se prouver qu'il pouvait encore plaire, exister, au-delà de la trahison. Ce livre, Les secrets de séduction pour hommes après 50 ans, il m'en a parlé sans fierté, mais avec reconnaissance. Il m'a dit, ce n'est pas un manuel de drague. C'est une boussole. Pour ceux qui se perdent quand ils croient avoir tout perdu. Je l'ai écouté, en silence. Et j'ai compris. Ce qu'il avait reconstruit en lui, pendant que moi je m'effondrais. Mais même avec tout ça, il y avait encore des jours sombres. Des soirs où je le surprenais à fixer le vide. Où je sentais que la confiance était un fil fragile. Et d'autres soirs où je pensais à Julien. Pas avec désir. Avec nostalgie d'un moment où j'avais cru exister autrement. Le poison était là. Discret. Mais toujours présent. Un soir, il m'a demandé « Est-ce que tu m'aimes encore ?» J'ai pris une longue inspiration. Et j'ai dit « Je ne sais pas si c'est encore de l'amour. Mais je sais que je veux continuer à apprendre qui tu es, maintenant. Et peut-être que c'est déjà une forme d'amour. » Il a hoché la tête. Et il m'a dit « Moi, je crois qu'on peut retomber amoureux. Mais faudra accepter que ce sera un autre amour. Pas celui d'avant. Un amour après la guerre. Mais une guerre laisse toujours des cicatrices. Et certaines peuvent rouvrir à tout moment. Les mois ont passé. Lentement. Patiemment. Comme une convalescence dont on ne connaît pas le terme. On a changé des choses concrètes. On a refait notre chambre, enlevé les photos figées du passé, repeint les murs en clair. On a redonné vie à des gestes simples. Cuisiner ensemble, sortir marcher le soir, partager un verre de vin en écoutant de vieux disques. Mais l'intimité restait fragile. On se frôlait parfois, on s'embrassait doucement, sans brusquerie. Comme si nos corps portaient encore la mémoire des absences. Un jour, il m'a emmené à l'endroit où il avait rencontré cette femme. Un café discret en centre-ville. Il m'a dit, je veux que tu vois. Pas pour te faire mal. Pour que ça cesse d'être un secret entre nous. On s'est assis à la même table. Il m'a raconté comment elle lui avait souri. Comment il avait hésité. Comment il s'était senti vivant, juste une seconde, avant de culpabiliser. J'ai écouté, le cœur serré, mais sans colère. J'ai compris que c'était un miroir de ma propre chute. Différent, mais parallèle. Ce moment a refermé une brèche. Parce que c'était ça, la pire blessure, ne pas savoir. Imaginer. Et aujourd'hui, je savais. De mon côté, j'ai reçu un message de Julien. Long. Profond. Il me disait qu'il avait compris. Qu'il ne m'en voulait pas. Qu'il m'avait aimé,
à sa façon, dans cet entre-deux étrange qu'on partage quand on aime quelqu'un qui appartient déjà à une autre vie. Il me souhaitait de réussir à reconstruire. Et il m'a dit au revoir. Définitivement. J'ai pleuré. Pas par amour. Par gratitude. Parce que malgré le chaos, il avait été là, au moment où j'avais sombré. Et il savait, comme moi, que cette histoire devait rester là. La thérapie s'est arrêtée après 8 mois. Pas parce qu'on allait mieux. Parce qu'on savait maintenant comment tomber, sans se briser entièrement. On avait des outils. Des mots. Des silences pleins de sens. On n'avait plus besoin d'intermédiaires. Mais le plus surprenant, c'est que, malgré tout, l'envie revenait. Doucement. Comme une lueur. Le désir. La tendresse. Une main sur la hanche. Un baiser au réveil. Pas tous les jours. Mais parfois. Et c'était déjà immense. Il y a eu une nuit, en particulier. Une nuit d'orage. Les enfants dormaient. La maison tremblait sous la pluie. On s'est retrouvés dans le lit, sans prévoir. Juste une caresse, un regard. Et on a fait l'amour comme deux survivants. Lentement. Sans chercher à réparer. Juste à sentir. À être là. Présent. Vraiment là. Et dans ses bras, j'ai compris, ce n'était pas du passé qu'on faisait l'amour. C'était de ce qu'on devenait, ensemble. Mais après cette nuit, un autre sentiment est monté en moi, la peur. Et s'il recommençait? Et s'il avait gardé contact avec elle? Et si moi, un jour, j'avais une rechute? Le pardon ne protège pas. Il ouvre. Mais il n'efface pas. Et le plus dur, c'est de vivre avec cette vérité-là. L'amour adulte, c'est faire confiance sans garantie. Un soir, on dînait avec des amis. L'un d'eux a lancé, en plaisantant. De toute façon, l'infidélité, c'est jamais que du sexe ou des messages, c'est le manque qui parle. Tout le monde a ri. Moi, j'ai senti son regard sur moi. Et j'ai souri, sans rien dire. Parce que maintenant, je savais que ce manque-là, il fallait l'écouter. Le comprendre. Pas le fuir. Un matin, en rangeant des papiers, je suis tombée sur une vieille photo. Nous deux, jeunes, sur un banc. Il me regardait comme s'il découvrait le monde. Je l'ai posé sur la table. Et je lui ai demandé, « Tu crois qu'on peut redevenir cela ?» Il a regardé la photo, longtemps. Et il a dit, « Non. Mais je crois qu'on peut devenir mieux. Plus vrai. Plus solide. Si on n'oublie pas ce qu'on a traversé. » Et là, j'ai su qu'on était en train de réussir quelque chose de rare, transformer une trahison en une forme d'honnêteté nue. D'amour sans illusion. D'engagement sans naïveté. Mais est-ce que cet amour peut durer? Est-ce qu'il survivra à d'autres tempêtes, à l'usure, à nos failles humaines? Est-ce qu'on peut aimer, après s'être détruit? Il y a des jours où tout semble avoir retrouvé sa place. On rit avec les enfants, on fait les courses main dans la main, on s'envoie un message tendre dans l'après-midi. Ces jours-là, je me surprends à croire qu'on a réussi. Qu'on a traversé l'enfer pour revenir plus fort. Qu'on s'aime d'une manière plus consciente, plus lucide, débarrassé de l'idéal mais ancré dans le réel. Et puis, il y a les autres jours. Ceux où il rentre tard sans prévenir. Où son téléphone reste face cachée sur la table. Où un silence un peu trop long me réveille la nuit. Ce n'est pas qu'il ait recommencé. C'est que moi, je n'ai pas encore désappris à douter. J'ai créé cette brèche. Et même s'il la colmate chaque jour avec des gestes, des mots, de la patience, il suffit d'une ombre, d'un souvenir mal rangé, pour qu'elle se rouvre. J'ai changé, moi aussi. Je ne suis plus celle qui attend, qui s'oublie, qui espère être devinée. J'ai appris à parler. À dire quand j'ai peur, quand je me sens seule. À demander, sans détour, au lieu de fuir. Et lui, il m'écoute. Il ne fuit plus les conversations inconfortables. Il ne se tait plus quand il sent la tension monter. Il affronte. Et ça, je ne l'avais jamais connu avant la chute. Un soir, il m'a regardé après le dîner, les enfants déjà couchés, et il m'a dit, « Je crois que je t'aime autrement, maintenant. » J'ai souri, mais j'ai voulu savoir. Autrement comment? Il a réfléchi, longuement. Puis il a répondu, « Avant, je t'aimais comme une évidence. Maintenant, je t'aime comme une décision. Comme un choix que je fais chaque jour, malgré tout ce qu'on a traversé. » J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'était ça, exactement.
L'amour après l'infidélité, ce n'est plus un élan. C'est un engagement. Un courage, presque. On a même commencé à en parler autour de nous. Pas tout. Juste des bribes. À des amis proches, à des couples qu'on sentait au bord du même précipice. C'était étrange. Parler de notre douleur comme d'un passé presque utile. Mais quelque part, c'était aussi une forme de guérison. Parce qu'en partageant, on arrêtait de cacher. Et en arrêtant de cacher, on cessait de nourrir la honte. Mais il y a eu un moment, un seul, qui a failli tout faire basculer à nouveau. C'était un matin ordinaire. Café, toast, devoir dans le cartable. Je reçois une notification. Un nouveau message sur un ancien compte mail que j'avais oublié. Le cœur s'est figé. Julien. Juste 3 lignes. Je sais que je ne devrais pas, mais je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Rien de plus. Rien d'ambigu. Mais assez pour raviver un feu que je croyais éteint. Je suis resté figé, le téléphone en main. Et là, Thomas est entré dans la cuisine. Il a vu mon visage, il a compris. Il n'a pas crié. Il a juste demandé « Tu vas répondre ?» Et à ce moment-là, j'ai su que tout se jouait là. Un seul mot, un seul geste, et on retombait. J'ai pris une grande respiration. J'ai ouvert le message. Et j'ai répondu. 3 mots, ne m'écris plus. Je lui ai montré. Il a lu. Il n'a rien dit. Mais il m'a serré dans ses bras. Longtemps. Et j'ai compris qu'il me remerciait en silence de ne pas l'avoir trahi une deuxième fois. Ce jour-là, j'ai décidé de changer de numéro. De supprimer ce vieux mail. Pas parce que j'avais peur. Mais parce que je ne voulais plus laisser de portes ouvertes vers le passé. Parce que si je voulais qu'on avance, il fallait que je coupe les attaches invisibles. Les peut-être. Les souvenirs. Les échappatoires. Depuis, les choses sont plus stables. On rit plus souvent. On se touche plus naturellement. Il y a encore des silences, bien sûr. Des fragilités. Mais il y a surtout cette sensation étrange, nouvelle, de marcher ensemble avec les cicatrices à l'air libre. Sans les cacher. Juste en les acceptant. Mais parfois, tard le soir, quand tout dort dans la maison, je m'interroge encore. Est-ce que l'amour qui naît après une trahison est plus fort, ou juste plus lucide? Et si un jour l'un de nous chutait à nouveau, est-ce qu'on survivrait une seconde fois? Ce matin-là, je me suis levée avant tout le monde. J'avais besoin de silence. De solitude. Je suis sortie sur la terrasse avec un plaid sur les épaules et un café brûlant entre les mains. Le ciel était pâle, encore suspendu entre la nuit et le jour. C'était devenu un rituel, ces réveils avant les autres. Un moment à moi, où je pouvais respirer sans rôle, sans masque, sans peur. J'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé. À cette femme inconnue qui l'avait touchée. À Julien que j'avais laissé entrer dans ma tête, mon cœur, sans jamais lui donner mon corps. Et je me suis demandé, une fois de plus, qui avait le plus trahi? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la douleur? Est-ce que les gestes comptent plus que les pensées? Ou est-ce que ce qu'on cache, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent en silence, fait tout autant de dégâts? Thomas m'a rejoint, une tasse à la main. Il s'est assis sans parler, juste à côté. Son épaule contre la mienne. Il m'a regardé, et j'ai vu qu'il pensait à la même chose. À ce qui aurait pu être évité. Et à ce qu'on avait réussi à préserver malgré tout. Il a dit doucement, « Tu crois qu'on pourra un jour dire qu'on s'aime, sans avoir à préciser après tout ce qu'on s'est fait ?» J'ai souri. Et j'ai répondu, « Peut-être qu'on aimera mieux justement parce qu'on sait jusqu'où on peut tomber. Et que malgré tout, on a choisi de rester. Ce soir-là, on est sortis dîner. Juste nous deux. Cela faisait des mois qu'on n'avait pas eu de vrais moments en tête-à-tête, sans la thérapie, sans les enfants, sans les fantômes entre nous. J'étais nerveuse. Lui aussi, je crois. Comme un premier rendez-vous. Il m'a regardé, dans ce restaurant aux lumières tamisées, et il a dit, « Tu sais, quand j'ai commencé à me reconstruire, à me redresser, je l'ai fait pour moi. Pas pour te punir. Pas pour te donner des regrets. Mais parce que j'avais oublié que j'existais aussi en dehors de nous. » J'ai hoché la tête. Moi aussi, j'avais dû me retrouver en dehors de notre couple pour comprendre à quel point je m'étais perdue à l'intérieur. Il a continué. Et c'est ça, je crois, la vraie leçon. On ne peut pas se sauver mutuellement si on ne sait pas d'abord se sauver soi-même.
On a haussé notre niveau d'exigence sans s'en rendre compte, et on s'est oublié. Maintenant, je veux qu'on se choisisse. Pas parce qu'on a des enfants. Pas parce qu'on a une histoire. Mais parce qu'on en veut une nouvelle. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pour la première fois, ce n'était pas une réparation. C'était un départ. Pas une suite logique. Une renaissance. Un saut dans l'inconnu, mais cette fois, ensemble. Mais tout ne se répare pas aussi facilement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une demande d'abonnement sur Instagram. Un pseudo étrange. 0 photo. Aucun abonné. Juste un message. Tu crois vraiment qu'il t'a tout dit? Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi. J'étais seule, dans le salon. Le silence était trop lourd. J'ai pris une capture d'écran. J'ai respiré un grand coup. Et j'ai monté les escaliers. Thomas était dans notre chambre. Il lisait. Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Il a lu. Il a blêmi. Et il a dit, je sais pas qui c'est, mais ce n'est pas ce que tu crois. J'ai répondu, alors dis-moi ce que je dois croire. Ce moment-là, il était différent des autres. Plus sombre. Plus ambigu. Parce que dans ses yeux, il y avait à nouveau un secret. Peut-être pas une faute. Mais un mensonge. Ou une omission. Et je savais que notre histoire n'était pas encore terminée. Il m'a demandé de m'asseoir. Sa voix était calme, presque trop. Il répétait qu'il ne savait pas qui c'était, ce conte. Qu'il n'avait rien fait. Rien caché. Mais je l'ai coupé. Je lui ai dit, tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas ce que tu pourrais encore me cacher. C'est le doute. C'est ce silence-là. Celui qui précède les aveux. J'ai vu son visage se tendre. Il a baissé les yeux, longtemps. Puis il a soufflé, d'accord. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Pas parce que je voulais te mentir. Parce que je pensais que ça ne comptait plus. Il s'est levé. Il est allé chercher un vieux téléphone, qu'il avait rangé dans un tiroir. Un modèle ancien, avec un écran fêlé. Il l'a posé sur la table. Et il m'a expliqué. Quand il avait vu mes messages avec Julien, dans les premières semaines, avant même de coucher avec l'autre femme, il avait eu besoin de parler. De vider ce qu'il ressentait. Il n'était pas allé voir un ami, ni un thérapeute. Il s'était inscrit, sous un faux pseudo, sur un forum. Un espace d'échange pour victimes d'infidélité émotionnelle. Il avait tout raconté. En détail. Notre vie. Nos enfants. Mes messages. Sa douleur. Et une femme lui avait répondu. Une seule. Toujours la même. Elle comprenait. Elle compatissait. Elle lui écrivait tous les soirs. Et puis elle avait proposé de l'appeler. Juste pour parler. Et ils avaient parlé. Longtemps. Souvent. Jusqu'à ce que ça devienne autre chose. Une habitude. Une dépendance. Elle l'écoutait. Elle l'encourageait à reprendre confiance, à se reconstruire. Et lui, il s'était laissé porter. Il jurait qu'il ne l'avait jamais vue en vrai. Mais il avait gardé cette relation secrète. Jusqu'à ce jour. Je l'ai regardé. Et j'ai compris que cette inconnue était peut-être celle qui avait envoyé le message. Jalouse. Rejetée. Vengeance, peut-être. Ou simple provocation. Peu importe. Ce que je voyais, moi, c'était que malgré tout ce qu'on avait traversé, il y avait encore une zone d'ombre entre nous. Une faille. Je suis restée silencieuse un long moment. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je sentais juste cette fatigue me reprendre. Cette lassitude de devoir encore et encore recoller des morceaux. Et je lui ai demandé, « Tu l'aimes ?» Il a secoué la tête. Non. Ce n'était pas de l'amour. C'était une béquille. Un pansement. Quelqu'un qui avait existé pour lui à un moment où moi je n'existais plus dans sa tête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai repensé à ce que nous étions devenus. 2 adultes usés, à bout de courage, mais encore liés par un fil invisible. J'aurais pu partir. J'aurais même eu 1000 raisons de le faire. Mais au fond de moi, il y avait autre chose. Un écho, une obstination. Une forme de fidélité à ce qu'on avait été. Alors, au matin, je lui ai posé une seule question.
Est-ce que tu es encore capable d'être avec moi sans chercher d'échappatoire ailleurs? Il a mis du temps. Longtemps. Puis il m'a regardé dans les yeux, et il a dit, oui. Mais seulement si toi aussi, tu peux. C'est là que j'ai compris, ce n'était plus une question de pardon. C'était une question de choix. De volonté. De discipline émotionnelle. Et c'est ce jour-là qu'on a pris cette décision étrange, presque radicale. Pendant 3 mois, plus de réseaux sociaux. Plus de messages privés. Plus de comptes cachés. Plus de conversations floues avec d'autres. Juste nous. À nu. Confinés émotionnellement l'un à l'autre. Pas comme une punition. Comme une expérience. Un reset. Pour voir si, sans tous ces parasites, il restait encore quelque chose de pur entre nous. Au début, c'était dur. Presque oppressant. On n'était plus distrait par l'extérieur. On était face à face. Obligé de parler, de combler le vide. Et c'est là que j'ai redécouvert des choses simples. Sa voix. Son rire. Sa façon de couper les tomates. La chaleur de ses pieds contre les miens la nuit. Mais un matin, je me suis réveillée avec un rêve étrange. Julien était là. Il me regardait, mais il ne parlait pas. Il souriait, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Et au fond de moi, un frisson m'a traversé. Une pensée furtive, mais violente. Et si, malgré tout, j'étais restée par confort? Par peur de repartir à zéro? Et si mon cœur appartenait encore, en partie, à une histoire jamais vraiment consommée? Cette pensée m'a hantée toute la journée. Elle s'est glissée partout. Dans ma façon de le regarder. Dans le silence entre 2 phrases. Dans le moindre geste anodin. Ce doute, cette question que je n'avais jamais osé formuler. Et si mon attachement à Julien n'était pas une erreur passagère, mais le reflet d'un manque plus profond, plus ancien, que Thomas n'avait jamais comblé. Je culpabilisais aussitôt de penser ça. Parce qu'il faisait tout pour nous. Il tenait bon, il reconstruisait, il s'exposait. Il m'aimait, à sa façon. Mais malgré ça, je me sentais coupable d'être là, sans être complètement là. Il y avait en moi une part qui résistait, un territoire intérieur qui refusait de se rendre. Pas par provocation. Par instinct de survie, peut-être. Ce soir-là, on a regardé un vieux film ensemble. Une histoire de couple, d'adultère, de pardon. Un miroir de nous, presque trop parfait. À la fin, le personnage principal dit à sa femme, « Je t'ai tout dit, mais il restera toujours une part de moi que tu ne comprendras pas. » Et elle répond, « Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin que tu restes. » Cette phrase m'a glacée. Parce qu'elle sonnait vraie. Et injuste à la fois. Je suis allée me coucher tôt. Je n'arrivais plus à parler. Dans le noir, Thomas m'a pris la main. J'ai senti ses doigts trembler un peu. Il a dit, « Tu es loin, là, tout de suite. Je t'ai perdu à nouveau ?» J'ai voulu mentir, dire que non. Mais j'ai soufflé, je ne sais pas. Je lutte. Il n'a rien répondu. Et cette absence de réponse m'a fait plus mal qu'un reproche. Le lendemain, j'ai pris une décision. Pas pour Julien. Pour moi. J'ai réservé une chambre seule, dans une maison d'hôte à 2 heures de chez nous. 3 jours. Juste moi. Sans téléphone. Sans distraction. Sans lui. Je lui ai annoncé le soir même. Il a d'abord froncé les sourcils. Il a cru à une fuite. J'ai dit, non. Ce n'est pas contre toi. C'est pour comprendre si je suis encore capable d'exister sans être définie par ce qu'on a vécu. Par cette douleur. Par toi. Il m'a laissé partir. Le premier jour, j'ai dormi. 12 heures d'affilée. Comme si mon corps avait accumulé des mois de tension, de surveillance, de culpabilité. Le deuxième jour, j'ai marché pendant des heures sur des sentiers vides, sans croiser personne. Et c'est là, en pleine forêt, que j'ai pleuré comme jamais. Pas pour lui. Pour moi. Pour ce que j'étais devenue. Une femme divisée. Tiraillée entre loyauté et désir. Entre paix et feu. Le troisième jour, j'ai écrit. Des pages entières. Pas une lettre à lui. Une lettre à moi. J'ai tout mis. Mon besoin d'être regardée. Ma peur de m'effacer. Ma honte d'avoir aimé un autre à moitié. Ma rage de ne pas savoir si ce qu'on reconstruisait ensemble était de l'amour, ou un pacte de survie. Et j'ai écrit une dernière phrase qui m'a foudroyée.
je ne veux plus vivre avec des miettes de moi-même. Quand je suis rentrée, Thomas m'attendait dans le salon. Il avait l'air fatigué, mais calme. Il m'a demandé, « Tu as trouvé une réponse ?» J'ai dit, « Non. Mais j'ai trouvé une question meilleure. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un, même quand une part de lui te résiste encore ?» Il m'a regardé longtemps. Puis il a murmuré, « Oui. Parce que moi aussi, j'ai des parts que tu ne connaîtras jamais. » Et là, un silence étrange est tombé entre nous. Ni lourd, ni vide. Juste une vérité nue. On s'aimait encore. Mais pas comme avant. Et probablement plus jamais comme avant. Peut-être que c'était ça, l'amour adulte. Pas la fusion. Pas la transparence. Mais la décision de rester, même quand on sait qu'on ne se possédera jamais entièrement. Mais est-ce que ce genre d'amour suffit pour durer, ou est-ce juste une parenthèse avant l'inévitable? Quelques semaines ont passé. Les jours s'égrenaient dans une sorte de calme nouveau. Ni paix totale, ni tension ouverte. Un entre-deux. On vivait ensemble, on partageait, on parlait, on riait même parfois. Mais quelque chose avait changé. Pas un manque d'amour. Un recul. Une manière différente de se regarder, comme deux personnes qui savent qu'elles ont survécu à quelque chose de rare, et qui ne peuvent plus faire semblant d'avoir oublié. On avait réappris à être tendre. Mais la spontanéité avait un goût étrange, comme si elle passait désormais par un filtre invisible. On s'aimait, en se surveillant. Discrètement. Doucement. Sans reproche, mais sans innocence. Un samedi, on a été invité à l'anniversaire d'un ami commun. Grande fête, beaucoup de monde. Rire, musique, visages familiers. C'était notre première vraie sortie ensemble depuis longtemps. On avait l'air d'un couple solide, complice. Et quelque part, on l'était. Mais entre deux coupes de champagne, je l'ai vu discuter avec une femme. Elle riait fort, posait sa main sur son bras. Lui, il riait aussi. Un peu trop. Mon cœur s'est serré. Il n'avait rien fait de mal. Rien de concret. Mais mon corps entier s'est souvenu. Je suis sortie prendre l'air. J'ai marché dans le jardin, seule, le vent dans les cheveux. Et là, je me suis sentie minuscule. Terriblement fragile. J'étais fatiguée de douter, fatiguée de contrôler, fatiguée de faire semblant que tout était réparé. Et surtout, j'étais fatiguée de ne pas savoir si c'était moi qui étais en train de trahir encore. Pas avec un autre. Avec moi-même. Il m'a rejointe, quelques minutes plus tard. Il a vu mon visage. Il a compris tout de suite. Il a dit, « Tu crois que je vais recommencer ?» J'ai répondu, « Non. Mais je crois que je suis encore abîmée. Et que j'ai peur de tout ce qui ressemble de loin à ce qu'on a vécu. » Il m'a regardé, triste. Et il m'a murmuré, « Alors peut-être qu'on s'aime, mais qu'on n'est plus capable de se réparer ensemble. » Cette phrase m'a traversée comme une lame fine. Il ne l'a pas dite pour me blesser. Il l'a dite comme on constate un fait. Une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais qui est là. Les jours qui ont suivi, on a vécu comme deux fantômes courtois. On s'embrassait au départ, on échangeait les tâches, on riait un peu. Mais nos regards se croisaient moins. On évitait les longues discussions. On n'osait plus faire de projets. Et un matin, je l'ai surpris en train de regarder un appartement sur son ordinateur. Pas en cachette. Mais sans en parler non plus. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai attendu. 3 jours. Puis je lui ai demandé, « Tu veux partir ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, « Je ne sais pas. Je crois que je veux savoir qui je suis, sans nous. » Je suis restée immobile. Figée. Comme suspendue au bord d'un vide. Je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. Parce que moi aussi, parfois, j'avais eu ce besoin. De me retrouver. De me reconstruire loin du miroir de l'autre. Mais l'entendre à voix haute, c'était une autre réalité. Ce soir-là, il a dormi dans le salon. Pas par colère. Par distance. On s'est laissé l'espace. Et dans mon lit, seule, je me suis demandé si ce qu'on vivait n'était pas une forme d'amour très pur, justement parce qu'on acceptait l'idée de peut-être devoir se quitter. Mais est-ce que l'amour peut vraiment survivre à la liberté de partir? Il est parti un mercredi matin, sans bruit, sans effusion.
Juste une valise moyenne, un sac à dos, et cette phrase qu'il a laissée en refermant la porte. Je reviendrai si je sens que tu es encore là, toi aussi. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas retenu. Il n'y a pas eu de scène. C'était presque doux, presque digne. Un départ lucide. Organisé. Peut-être même nécessaire. La maison sonnait creux. Le lit était trop grand. Le silence me mordait. Mais quelque chose en moi s'est mis à respirer différemment. Comme si je pouvais enfin entendre mes propres pensées. C'était douloureux. Mais étrangement, apaisant. Les enfants ne comprenaient pas. J'ai trouvé les mots les plus simples. Papa est parti réfléchir. Ils ont hoché la tête. Ils ont accepté plus vite que moi. Ils avaient l'innocence, cette faculté de vivre dans l'instant sans projeter 1000 drames à l'avance. Moi, j'étais incapable de penser au lendemain sans ce nœud dans le ventre. Les jours ont passé. Ils m'envoyaient parfois un message. Un mot. Une photo de ce qu'ils cuisinaient. Un coucher de soleil. Rien de romantique. Des preuves d'existence. Ils ne me demandaient rien. Ils ne disaient pas je t'aime. Mais ils restaient là, quelque part, dans ma vie, comme une brise discrète qui refusait de disparaître complètement. Un soir, seul dans notre chambre, je me suis posé une vraie question. Et si je ne voulais pas qu'il revienne? Est-ce que c'était possible d'aimer quelqu'un, et de souhaiter qu'il reste loin, pour le bien de tous les deux? Cette pensée m'a fait peur. Parce qu'elle sonnait juste. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai recommencé à vivre. Lentement. Pas comme avant. Pas en me précipitant dans les bras d'un autre. En moi. J'ai repris le dessin, quelque chose que j'avais abandonné depuis des années. Je suis retournée courir. J'ai revu des amis que j'avais laissés de côté quand mon monde tournait autour de l'urgence d'être pardonné. Et un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus. Pas plus jeune. Pas plus belle. Mais plus vraie. Moins dans la performance. Moins dans la peur. Et c'est ce jour-là que je me suis dit une chose étrange. Peut-être que notre histoire, avec Thomas, a été plus belle dans la chute que dans l'équilibre. Parce qu'elle m'a obligée à me regarder en face. Il est revenu 6 semaines plus tard. Sans prévenir. Je l'ai trouvé sur la terrasse, assis sur la vieille chaise en bois, les yeux perdus dans le jardin. Il avait maigri. Il avait laissé pousser sa barbe. Il avait l'air fatigué. Mais serein. Je suis sortie. Je me suis assise en face de lui. Aucun mot. Juste les regards. Je lui ai demandé, pourquoi maintenant? Il a répondu, parce que je ne veux pas être heureux sans toi. Et parce que je ne veux plus qu'on soit heureux ensemble, à condition de s'oublier chacun de notre côté. Il a posé une petite boîte sur la table. Je l'ai regardée, hésitante. Ce n'était pas une bague. Juste une clé. Une clé de son appartement. Il a dit, je ne veux pas revenir. Pas pour l'instant. Je veux qu'on invente une nouvelle forme de couple. Un lien qui ne soit pas une prison. Où chacun puisse respirer, vivre, être. Et se choisir. Encore. Mais sans contrat, sans dette, sans surveillance. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi penser. Est-ce que c'était du courage, ou une fuite maquillée? Est-ce que l'amour pouvait exister sans quotidien? Est-ce que ce qu'on avait vécu méritait maintenant une liberté absolue, ou au contraire un ancrage, un engagement renforcé? Et surtout, est-ce que j'étais prête à aimer autrement? Sans peur. Sans attachement maladif. Juste avec la conscience que rien ne dure, mais que certaines choses valent la peine d'être vécues malgré tout. Je lui ai tendu la main. Il l'a prise. Nos doigts se sont noués. Et dans ce simple contact, il y avait une promesse silencieuse, celle de s'aimer sans se retenir. Ni se retenir l'un l'autre. Mais est-ce que ce genre d'amour libre est plus fort ou plus fragile qu'un amour scellé par la fidélité? On a commencé à vivre autrement. Ni séparés. Ni totalement ensemble. 2 appartements. 2 rythmes. Mais un lien. Il venait certains soirs. Je passais chez lui certains week-ends. On dînait. On dormait l'un contre l'autre. Puis chacun repartait de son côté. Et au début, ça m'a troublée. J'avais peur que cette distance crée du vide. Que l'amour s'efface dans les silences. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. En étant séparés, on s'est mis à se regarder à nouveau.
à s'écouter. Vraiment. Les gestes avaient plus de poids. Les mots aussi. Il n'y avait plus l'usure des habitudes, des disputes sur qui sort les poubelles ou range la vaisselle. Il n'y avait que le désir simple de se retrouver. De se parler. De rire. De respirer l'un près de l'autre sans s'étouffer. Mais ce genre d'équilibre est fragile. Et il ne plaît pas à tout le monde. Les gens autour de nous ne comprenaient pas. Nos amis, nos familles. Certains pensaient qu'on faisait semblant. D'autres disaient qu'on reculait l'inévitable. On nous demandait, vous êtes ensemble ou pas? Et on n'avait jamais de réponse claire. On disait, on s'aime. Et pour l'instant, ça suffit. Un soir, alors qu'on cuisinait ensemble, il m'a regardé longtemps. Et il m'a dit, tu m'as manqué hier. J'ai senti un frisson. Parce qu'il ne disait plus ça comme avant. Ce n'était pas une attente. C'était un fait. Il avait eu envie de moi. De ma présence. Et pas par réflexe, par manque, par peur. Juste, parce qu'il m'aimait. Je suis allée chez lui ce week-end-là. Il avait tout rangé, mis une nappe, allumé des bougies. Il avait préparé le plat qu'il cuisinait à notre tout premier rendez-vous. J'ai compris. Avant même qu'il parle, j'ai compris. Il s'est levé, a sorti une enveloppe. Dedans, une photo de nous, usée par le temps, avec une phrase au dos, on a tout détruit. On a tout reconstruit. On peut choisir de s'aimer à nouveau. Il a dit, reviens. Pas comme avant. Pas pour réparer. Pour bâtir autre chose. Si tu veux. J'ai pleuré. Pas par tristesse. Par gratitude. Parce que malgré tout, malgré nos failles, nos blessures, nos trahisons, il me choisissait encore. Et surtout, il me choisissait libre. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dormi là. Et au matin, en regardant le soleil se lever sur la ville, blotti contre lui, j'ai su que j'étais prête. Pas parce que j'avais oublié ce qu'on avait vécu. Mais parce que je savais, maintenant, qu'aucun couple n'est à l'abri de la chute. Et que ce qui compte, ce n'est pas de rester debout. C'est de savoir comment on se relève. Ensemble. Ou pas. Je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à ranger. À trier. Et j'ai trouvé un vieux carnet. Une page griffonnée, que j'avais écrite pendant mon séjour seul, dans cette maison d'hôte. Elle disait, je veux un amour qui n'a pas besoin d'être parfait, juste vrai. Qui tremble, mais avance. Qui doute, mais choisit. Ce soir-là, je lui ai envoyé une photo de cette page. Il m'a répondu en quelques secondes, alors viens. On ne sera jamais parfait. Mais on sera vrai. Et j'y suis allée. Pas pour revenir en arrière. Mais pour écrire quelque chose de nouveau. Parce que oui, parfois, aimer après la trahison, c'est la forme d'amour la plus honnête qui soit. Et toi, tu crois que c'est possible de recommencer à aimer, après s'être détruit? Souhaites-tu que je t'écrive une réflexion finale ouverte sur cette histoire, pour l'intégrer à la vidéo? Est-ce qu'on peut vraiment aimer après s'être trahi? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que oui, mais pas comme avant. Peut-être qu'on n'aime plus avec la même innocence, la même évidence. On aime avec les cicatrices. Avec la mémoire de ce qu'on s'est fait. Avec le poids de ce qu'on aurait pu perdre. Mais parfois, c'est justement dans cette douleur, dans ce chaos, que naît un autre type d'amour. Moins idéal. Moins brillant. Mais plus vrai. Un amour choisi. Rechoisi. Jour après jour. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie fidélité. Pas celle de ne jamais tomber. Mais celle de se relever. Ensemble.